Il faut savoir qu'en matière pénale, la loi est claire. La preuve se fait par tout moyen. Suivez bien ce que je dis. En matière pénale, la preuve se fait par tous les moyens. Lorsqu'on dit qu'un moyen est prohibé, c'est l'usage prohibé qu'on en fait qui rend la preuve prohibée. Ça veut dire quoi? Vous décidez d'enregistrer quelqu'un, de poster sur Facebook. Quand vous le faites, c'est son droit à l'intimité que vous violez. Or, ce droit à l'intimité n'est pas opposable au procureur de la République. Monsieur le procureur de la République, voilà ce monsieur qui m'a traité d'albinos, il m'a traité de non-voyant, il m'a traité de ci, ça, de prostituée, de machin, de ci, de ça. J'ai la preuve, voici l'enregistrement. Maintenant, c'est au juge de juger, et c'est pour revenir sur, là j'embraye sur la question sur la conscience, c'est au juge de donner une valeur à la preuve. D'accord? Si la preuve est tellement nécessaire, c'est-à-dire elle est incontestable, merci, elle est incontestable et est pour la manifestation de la vérité, on va l'admettre. On va l'admettre. Et je vous dis, dénoncez, ne dénoncez pas sur Facebook. Facebook n'est pas un tribunal. C'est pas un tribunal. Les affaires où un avocat, j'en vois certains là qui font des tribunaux sur les réseaux sociaux. C'est pas ça. Allez vers les autorités compétentes. Yes, President, it's true that we are judging with our conscience. That's true. If there's a fact where we are sure and with our conscience that a right can be violated, we have the right and it's compulsory for us to redress it. But we shall redress it in accordance with the law. Because the conscience goes with the law. We shall base our judgment on the law. It's why it's important to prove. You understand? It's why it's important to prove. And now with the proof, we have our conscience to judge. It's what I was saying. If you have a proof, an exhibit, which is inadmissible, why is relevant for the case? It will be admissible. I have the chance that I worked for 10 years in Boya as Deputy State Counsel. So I know very well how it functions there. You understand? Maintenant, pour ce qui est de l'accès à la justice, je crois que je peux bien comprendre. Lorsque vous portez plainte, le procureur de la République est votre premier avocat. Non, vraiment, écoutez, c'est pas le quartier. Non, c'est pas le quartier, c'est très sérieux ce que je suis en train de dire. Moi, j'ai eu des gens où, permettez-moi la digression, hein, les observateurs, j'ai eu des gens à qui vous dites, il a un bon cas. Vous dites, vous n'avez pas besoin d'avocat. On est dans un pays où les gens pensent qu'il faut corrompre pour arriver à ses fins. Non, je vous dis, le procureur de la République est votre premier avocat. Quand vous avez une affaire à l'audience, le problème c'est que les gens vont à l'audience, vont s'asseoir dans la salle sans avoir vu le substitut qui est à l'audience pour dire, monsieur le substitut, je suis X, plaignant dans telle affaire, c'est vous, mon procureur, s'il n'a pas d'avocat. Au-delà, je dis bien, au-delà des mécanismes que sont la commission, allez vers le magistrat qui est en charge de votre dossier. C'est vrai qu'on en a beaucoup, ok? Vous ne pouvez pas demander à un magistrat qui entre à l'audience, parce que l'avocat, maître, il va venir avec un dossier à l'audience. Moi, j'en viens avec 400. Nous sommes humains. Il faut prendre ça en considération. Mais je dis, faites le maximum d'efforts, généralement avant vos audiences, d'aller voir le magistrat, surtout celui du parquet, pas le juge. Je dis bien le magistrat du parquet, du procureur, allez le voir pour savoir où est votre dossier, pour savoir où en est votre dossier. Allez le voir pour arranger même votre témoignage. Je vais revenir en anglais. À Boya, on a ce qu'on appelle conference with complainant. Ça veut dire qu'avant chaque audience, on recevait
les plaignants pour pouvoir arranger leur discours devant le tribunal, parce que nous, on a déjà l'enquête préliminaire. Et on prépare donc la personne, surtout les personnes comme vous qui ont des déficiences, par exemple au niveau de la parole. On va prendre ça en considération. C'est vrai, madame, que les lois sont faites. Généralement, on intègre, enfin, je le reconnais. Vraiment, je prends le cas du code de procédure pénale, par exemple. Le volet handicap n'est pas très pris en compte dans le code par rapport à l'interprète. Mais, je dis une chose, parce que le droit à un procès équitable est un droit internationalement consacré. Lorsque vous évoquez, je vous ai dit, il peut y avoir une loi spécifique qui ne vous donne pas un droit, mais une loi d'ordre général qui la donne. Notamment les pactes jumeaux, comme je vous l'ai dit, et généralement c'est ça qu'on se base. For those who are from the English speaking area. Les avocats vont toujours citer, quand ils commencent toujours par les pactes. Et lorsque ce sera fait, vous dites, Monsieur le Président, Monsieur le Procureur de la République, je ne peux m'exprimer dans les deux langues comprises par le tribunal, et je sollicite un interprète. Parce que la loi dit que, et on peut faire cette extrapolation, la loi dit, lorsque le justiciable ne comprend pas l'une des deux langues officielles comprises par le tribunal, il a droit à un interprète. Maintenant, il faut pouvoir le soulever. Vous dites, je veux un interprète. Et le juge même doit dire non. Dans ce cas-ci, on a droit à un interprète.